Donc merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour parler des outils, des aides de financement public pour l'industrie du jeu vidéo. Donc l'industrie du jeu vidéo, pour rappeler, c'est 4,3 milliards d'euros en 2017. C'est en constante croissance, c'est actuellement le deuxième secteur industriel, la deuxième industrie culturelle en France, et ça le sera la première au vu des projections, si rien ne change, à la fin de mon mandat, donc en 2022. Le jeu vidéo est une industrie qui est numérique et donc qui est facilement concurrençable par des pays qui ont déjà réalisé de nombreuses aides pour développer le jeu vidéo. Par exemple, l'entreprise Ubisoft, qui a de nombreux studios actuellement en Amérique du Nord. Donc, je les ai rencontrés il y a un mois de ça. Ils me disaient que grâce aux aides qu'on avait mis en place en France, ils avaient pu développer et embaucher de façon assez massive, puisqu'ils ont parlé d'environ 1000 emplois de créer sur les dernières années plutôt. Donc, on voit qu'il y a vraiment le besoin aujourd'hui pour développer l'industrie culturelle du jeu vidéo en France de ce type d'aide. Donc, l'objectif pour cette 4e audition du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, c'est de présenter chacun vos structures et les différentes aides qui existent pour développer cette industrie culturelle. Donc de présent, aujourd'hui, il y a donc 4 organismes, le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'ADGE, la Direction générale des entreprises, BPI France, et enfin l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Je vous propose déjà dans un premier temps donc, de laisser la parole au CNC et à la DGE par rapport pour qu'elles puissent se présenter et présenter les différentes aides, dont principalement le FAJV, le Fonds d'aide aux jeux vidéo et le crédit d'impôt aux jeux vidéo, ainsi que toutes les autres aides qui peuvent exister. Ensuite, je laisserai la parole à BPI France et l'IFSIC pour venir, donc une dizaine de minutes à peu près par organisme, et après il restera environ une vingtaine de minutes pour pouvoir poser des questions et enrichir le débat. Je vous remercie, puis je laisse la parole donc au CNC et à la DGE. Merci beaucoup, monsieur le député. Christophe Tardieu, je suis donc le directeur général délégué du CNC et je suis accompagné de Pauline Aubin, qui est la personne chez nous qui s'occupe de tous ces sujets avec talent et brio. Alors, le CNC soutient donc le jeu vidéo depuis 1989. À l'époque, il y a eu un fonds qui avait été créé, le fonds d'aide à l'édition multimédia, et qui a à l'époque accompagné l'âge d'or du CD-ROM, avec notamment 2 jeux assez mythiques, Le complot à la cour du roi Soleil à Versailles, qui date de 1996, et Les aventures de l'oncle Ernest, qui date de 1998. Quand on revoit aujourd'hui les images de Versailles, Le complot à la cour du roi Soleil, c'est quelque chose qui apparaissait comme incroyablement moderne, et en même temps, voilà, ça a un peu plus de 20 ans, et on sent très clairement qu'en 20 ans, le jeu vidéo a connu un essor absolument incroyable. Alors, il y a eu un certain nombre de soutiens qui ont été mis en place. Et pour résumer les choses, depuis 2008, le CNC gère, avec nos amis de la DGE, les 2 principaux dispositifs d'aide à la création de jeux vidéo, le fonds d'aide aux jeux vidéo et le crédit d'impôt pour le jeu vidéo. Donc, le fonds d'aide aux jeux vidéo, c'est un dispositif d'aide sélective. Qui dit aide sélective dit la nécessité de faire des choix, à la différence de ce qu'on appelle dans notre jargon des aides automatiques, qui sont des aides industrielles, là, qui ont un mode de versement qui est automatique et systématique. Donc c'est un fonds qui est alimenté à hauteur de 3,5 millions, enfin c'est un fonds de 3,5 millions par an, alimenté à hauteur de 1,5 par le CNC et de 900 000 euros par la DGE. En 2017, on a 6 projets qui ont bénéficié d'une aide à la pré-production. On a des aides à la pré-production et des aides à la production qui ont permis de financer les dépenses de fabrication d'un prototype. L'aide moyenne se situant autour de 70 000 euros. Et puis il y a une aide à la production, qui est une aide à la création de propriété intellectuelle, qui, elle, a permis de soutenir 25 projets pour un montant de moyen de 80 000 euros. Cette aide à la production est l'aide la plus dynamique qui accompagne efficacement les studios de développement et studios qui s'engagent à conserver leurs droits de propriété intellectuelle sans les céder à un éditeur. C'est une aide qui est bien identifiée par les jeunes studios de création et qui est aujourd'hui très utilisée.
Ces aides sont attribuées après l'avis d'une commission intégralement composée de professionnels. Aujourd'hui, cette commission est présidée par la chanteuse Juliette. Et elle réunit une grande diversité de profils, des graphistes, des game designers, des développeurs, des éditeurs, des directeurs marketing, aussi des personnalités à la marge de l'industrie du jeu vidéo, mais qui ont l'intérêt de pouvoir présenter un regard nouveau sur cette activité et donc d'enrichir les travaux de la commission de leur connaissance. Le fonds soutient tous les types de jeux, les platformers, les puzzle games, les RPG, les jeux de simulation sportive, les jeux de stratégie. Il y a là une véritable diversité culturelle qui existe dans l'ensemble des projets qui sont soutenus. Naturellement, cette aide a été notifiée à la Commission européenne et la notification qu'on a réalisée il y a peu de temps nous permettra, à partir du 1er janvier 2019, de sortir du régime des minimis qui permettra de renforcer les aides attribuées à la production et de pouvoir créer quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui est une aide à l'écriture destinée aux créateurs de jeux vidéo, parce que, à l'instar de ce qui se passe dans le cinéma et surtout dans l'audiovisuel aujourd'hui, sur les séries télévisées, eh bien, c'est en effet de plus en plus important de pouvoir soutenir l'écriture dans le domaine des jeux vidéo. S'agissant du crédit d'impôt, le crédit d'impôt jeux vidéo, c'est un dispositif d'incitation fiscale qui permet de déduire de leur impôt 30% des dépenses de production. C'est un dispositif qui est autorisé depuis 2008 par la Commission européenne sous l'angle de la dérogation culturelle. Ce crédit d'impôt a permis de développer et de consolider l'appareil de production français de jeux vidéo. Depuis 2008, il y a une centaine de studios différents qui ont pu bénéficier de ce dispositif, ce qui témoigne, et je trouve que c'est assez rassurant, de la grande diversité du tissu industriel malgré la position dominante d'Ubisoft, qui est aussi une bonne chose. Ces studios bénéficiant du crédit d'impôt jeux vidéo sont présents sur tout le territoire. Parmi les 10 principaux bénéficiaires, la moitié d'entre eux est en région parisienne, mais les autres sont en Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine ou encore Hauts-de-France. On pense que c'est grâce aux effets du jeu vidéo, entre 2008 et 2017, les budgets de production ont plus que doublé, ce qui confirme la croissance globale des capacités de production et en nombre d'emplois. On pense que ce crédit d'impôt a permis d'augmenter le nombre d'emplois et qui atteint aujourd'hui 5000 emplois, ce qui nous apparaît comme un chiffre tout à fait intéressant. Si on revient sur l'actualité immédiate, l'année 2017 a été extrêmement dynamique en la matière, suite à la revalorisation du dispositif de la loi de finances pour 2017, puisqu'il y a eu un passage du taux de 20 à 30%. Le nombre de projets agréés est passé de 26 à 34, ce qui a entraîné un quasi-doublement des dépenses françaises qui atteignent désormais 156 millions d'euros. Donc ça, c'est un vrai succès et un effet immédiat. On a enregistré, comme vous le savez, dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, le renforcement des crédits d'impôt à compter du 1er janvier 2016, et on observe pas tout à fait les mêmes ratios, mais en effet des ratios très encourageants d'augmentation de l'activité, de la localisation surtout de l'activité en France, et corrélativement l'augmentation de l'emploi. Et pour la première fois en 2017, des jeux au budget supérieur à 100 millions d'euros ont été tout ou partie produits en France. Je pense à Ghost Recon Wildlands d'Ubisoft notamment. Cette revalorisation du crédit d'impôt était indispensable dans un contexte de très forte compétitivité internationale, notamment avec les dispositifs de crédit d'impôt du Canada, du Québec ou de la Grande-Bretagne. Ce que tous nos interlocuteurs nous disent, c'est que le taux de 30% a produit un effet cliquet psychologique extrêmement intéressant en la matière, qui fait qu'il retient l'attention des décideurs internationaux, et ce qui fait qu'on observe aujourd'hui des investissements étrangers en France de plus en plus importants. Le studio Amplitude, par exemple, a été acheté par le japonais Sega. Gumi vient d'ouvrir un studio de développement à Paris. Bethesda a acheté le studio Arkane. Ubisoft a signé un accord avec Tencent pour faciliter l'accès au marché chinois. Grâce à ces activités supplémentaires permises par le crédit d'impôt, on voit que nos entreprises françaises cherchent à se développer à l'international et cherchent à développer son marché. Enfin, le coût fiscal se stabilise autour de 25 millions d'euros et reste limité au regard de l'ensemble des dépenses fiscales. Donc on est en la matière, et ça, tous ceux qui observent de très près les crédits d'impôt sont très vigilants à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'explosion de la dépense fiscale, et le coût fiscal est parfaitement conforme aujourd'hui à nos précisions. Voilà, monsieur le député, les quelques éléments d'information que je
nous souhaitions porter à votre connaissance, tout en étant un peu gêné par rapport à mes collègues et amis de la DGE, puisqu'ils vont être obligés de redire ou de compléter ce que je viens de dire, mais voilà, en tout cas le paysage, c'est que nous l'observons aujourd'hui sur cet aspect, en disant que pour le CNC, traditionnellement, nous sommes un soutien du cinéma, nous sommes un soutien de l'audiovisuel, nous sommes très très fiers et très heureux d'accompagner également l'industrie du jeu vidéo qui, pour nous, correspond au troisième pied de notre tabouret et on en est naturellement très heureux. Merci à vous, je vais laisser la DGE justement rebondir. Merci. Alors effectivement, j'essaie de ne pas faire de redire, ça va être complètement facile par rapport à certains dispositifs qui ont été évoqués. Alors effectivement, on a parlé de 2 dispositifs spécifiques. Alors c'est important le terme spécifique au secteur du jeu vidéo, parce que le but c'est d'essayer de mettre nos acteurs à terrain égal par rapport à ceux qui sont installés dans d'autres pays. On a cité le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni aussi. Et puis c'est également des dispositifs sélectifs, aussi bien le fonds d'aide aux jeux vidéo que le crédit impôt jeux vidéo. Ça c'est aussi un aspect important, parce que ça veut finalement donner de l'argent un peu à l'aveugle, et essayer de soutenir les projets qui nous semblent les plus porteurs, les plus ambitieux, ceux qui nous semblent avoir en tout cas les meilleures caractéristiques de succès. Juste peut-être 2 points qui nous semblent différencier le FAJV du crédit impôt jeux vidéo. Le FAJV a quand même vocation ou est particulièrement ouvert à des petits projets, donc à des petits acteurs qui peut-être eux trouveraient plus de difficultés à obtenir du financement avec des structures entre guillemets classiques, que ce soit des banques. Le crédit d'impôt jeux vidéo, malgré le nom, ça reste donc un dispositif sélectif, c'est-à-dire qu'il y a un comité là aussi de sélection, qui s'adresse plutôt à des plus gros projets, notamment, voilà, on a parlé des projets AAA. Effectivement, aujourd'hui, on a atteint un pourcentage qui est particulièrement attractif par rapport à d'autres pays avec lesquels on est en concurrence. Et le fait que ces 2 dispositifs soient co-gérés par le CNC et la DGE, ça me semble aussi être intéressant par rapport à finalement une particularité de ce secteur. C'est un secteur où il y a une activité technologique qui est extrêmement importante, l'innovation technologique est très importante. Seulement, à elle seule, bien souvent, elle n'est pas suffisante pour faire un produit de qualité. Donc, c'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a aussi besoin d'une innovation dans l'univers graphique, dans la narration, etc. Voilà, d'où les compétences réunies des 2 entités qui me semblent importantes à souligner. En plus des dispositifs spécifiques qu'on a évoqués, il y a également des dispositifs qui ne sont pas spécifiques, qui sont transverses, mais qui aident aussi les acteurs du domaine. Je pense que là aussi, c'est intéressant de les évoquer, puisque assez significativement, ils aident ces acteurs-là. On peut parler du fonds unique interministériel, par exemple. On peut parler des différents appels à projets qui viennent du PIA, sur lesquels la DGE intervient, sur lesquels la DGE fait la sélection et le suivi des projets. Et ça, on est particulièrement attentif, en tout cas particulièrement notre bureau, à ces dispositifs et aux acteurs du jeu vidéo qui présentent des projets dans ces dispositifs. Vous pouvez présenter de façon un peu plus poussée justement ces dispositifs? Oui, alors tel qu'il existe aujourd'hui, sans parler d'une évolution qui pourrait venir. Le fonds unique interministériel, c'est un appel à projet qui jusqu'à maintenant a eu 2 fois par an et qui est piloté, entre guillemets, par les pôles de compétitivité. C'est-à-dire que les pôles de compétitivité établis en France labellisent un certain nombre de projets qui ensuite présentent un comité interministériel qui fait la sélection de ces projets. Et comme pôle de compétitivité en France qui nous présente notamment des projets dans le jeu vidéo, notamment Cap Digital, par exemple, aussi. Voilà. Et sur cette base-là, on fait la sélection des projets qui ensuite reçoivent une aide financière pour les aider dans la phase de R&D de ces projets. Alors, et l'enveloppe justement de ces aides financières, vous avez à peu près une idée? Alors, vous parlez de l'enveloppe globale ou l'enveloppe plutôt orientée jeux vidéo? On va avoir je dirais une enveloppe globale peut-être, c'est les éléments qu'on pouvait avoir. Pour l'enveloppe globale, après sur réserve question d'intérêt, on peut parler de 50 millions d'euros par an. D'accord. Mais par contre, c'est une aide transverse, c'est-à-dire qu'elle ne cible pas spécifiquement les acteurs du jeu vidéo. Mais ils en bénéficient. Après, entre PIA et le FUI, entre autres, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, il y a 18 projets qui sont consacrés aux jeux vidéo qui ont été financés pour un montant d'à peu près 44 millions d'euros. Merci. Donc après, au sein du PIA, on a d'autres dispositifs qui sont un peu en voie d'extinction, un renouvellement de ces dispositifs qui va se faire. On avait des dispositifs type grand défi du numérique,
donc qui sont des projets de plus grande ampleur que ceux qui sont déposés sur le FUI, et qui permettent aussi de soutenir significativement les consortia acteurs dans le domaine du jeu vidéo. Voilà. Quelques exemples. Après, le dispositif du PIA va être réabonné, et puis il y aura d'autres appels à projets normalement qui devraient venir. Et on a des projets Ubisoft, j'avais oublié de le dire. Des projets Ubisoft. Voilà, on est réglé depuis. Après, là, on parle beaucoup de dispositifs financiers. Ce qui me semble aussi important à dire, c'est que oui, il y a effectivement des dispositifs financiers qui sont indispensables pour se mettre à hauteur de certains autres pays. Mais il y a également le fait c'est une aide, de créer un environnement qui soit favorable à ces acteurs-là. Et ça, au niveau de la DGE, on y est particulièrement attentif. On a parlé tout à l'heure de clusters qui pouvaient exister, donc notamment en région parisienne. Donc on est particulièrement attentif effectivement à ces clusters, à ce que les acteurs puissent trouver aussi du personnel qui est formé, donc à développer ou à contribuer à développer des formations, notamment aussi la formation continue, à ce qu'il y ait des laboratoires publics qui s'intéressent également à ces sujets-là. C'est une forme d'aide pour le secteur. Et puis également, on est attentif au fait que les acteurs du jeu vidéo puissent trouver des partenaires publics. Autrement dit, qu'ils puissent être écoutés. Et c'est pour ça qu'avec le CNC notamment, on a monté un groupe de travail jeux vidéo, qui regroupe les représentants de ce secteur d'activité, avec lequel on travaille régulièrement, on se réunit plusieurs fois par an, et on évoque bien différents sujets qui correspondent à leurs attentes du moment et auxquels on essaie de répondre. Alors c'est de cette façon-là justement qu'il y a eu une révision du crédit impôt jeux vidéo, qu'il y a eu aussi le fait de regrouper certains événements, qu'on s'est également intéressé par exemple aussi à l'e-sport, qui est finalement un domaine connexe mais qui est assez lié, pour donner un statut juridique aux joueurs professionnels de l'e-sport. Enfin, voilà, ça nous permet d'aborder tout un ensemble de sujets, d'essayer de répondre à la demande, mais aussi une forme d'aide, même si elle n'est pas monétaire. Voilà quelques idées qui me viennent en tête. Il y a une chose, c'est que la DGE, c'est elle qui gère, dans le cadre de la loi de la République numérique, justement les agréments des équipes e-sport. Voilà, ça c'est une conséquence effectivement de ce qui a été fait pour le secteur de l'e-sport. C'est les équipes e-sport françaises de mémoire. Tout à fait. Parfait. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à BPI pour présenter justement les aides que vous apportez à l'industrie culturelle du jeu vidéo également. Merci Monsieur le député. Donc Anne et moi-même sommes investisseurs en capital au sein de BPI France, au sein du pôle industrie créative. On y reviendra. Donc, BPI France, très rapidement, c'est l'opérateur public en charge du financement des entreprises. C'est une entité qui est détenue à 50% par l'État et à 50% par la Caisse des dépôts. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un acteur qui couvre l'ensemble du continuum, à la fois en termes d'entreprise, puisqu'on va de la start-up à la grande entreprise de côté, continuum aussi de financement avec de la garantie bancaire, du cofinancement bancaire, du financement d'innovation, de l'investissement capital, qui est quotidien, et l'accompagnement de l'export. Ça, c'est la boîte à outils financière avec un certain nombre de prismes transversaux qui sont l'international, le digital et toutes les problématiques d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a l'écosystème de financement à apporter aussi du jus de cerveau et de la matière grise pour aider les entreprises à se transformer. Ces points transversaux, ça fait assez bien au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le jeu vidéo pour BPI France, on le dit en toute humilité et en toute transparence, c'est un sujet qui est relativement récent. On s'en est particulièrement emparé, Anne et moi, il y a quelques mois, en fait, où on nous a confié la responsabilité d'une équipe transversale au sein de la maison, et d'une mission qui était d'abord une mission intellectuelle, qui était d'étudier le marché, d'étudier ses parties prenantes et d'en délivrer le point de vue de BPI France sur le secteur. C'est pour ça que j'ai, au-delà de l'occasion d'aujourd'hui, beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui parce qu'on s'est tous vus quasiment sur ce sujet et on a tous recueilli vos propos et vos insights sur ce projet, donc on rendra les conclusions à la rentrée. Donc cette démarche, elle nous a permis de mieux connaître le secteur, de se faire une conviction
Et ça va être aussi suivi des faits de manière opérationnelle, puisque nous avons lancé, alors on n'a pas encore communiqué dessus, mais ça existe déjà et les premiers dossiers sont à l'étude, ce qu'on appelle une practice, donc c'est une verticale jeux vidéo au sein du pôle industrie créative, donc qui nous permet de financer en fonds propres les entreprises françaises du jeu vidéo, avec des investissements compris entre 500 000 € et 10 millions d'euros, toujours en minoritaire. Donc là, c'est un point assez nouveau sur le marché du capital investissement dans les jeux vidéo. Il faut reconnaître que jusqu'à très récemment, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations, puisque je pense que les capitaux risqueurs et les fonds d'investissement de la place ont un petit peu blacklisté le secteur après la chute des studios des années 2000 et le secteur avait relativement mauvaise presse. Et là, le lancement de notre practice qui est concomitant avec la levée de fonds de Boudou, la structure en bourse de Dontnod, etc., je pense témoigne quand même d'un pivot du marché du capital investissement. Et évidemment, on s'en réjouit. Donc notre enjeu, c'est d'abord de développer cette practice et de réaliser des investissements en fonds propres dans le secteur, mais aussi, et c'est notre rôle, d'ailleurs, on a une échéance après-demain où on va présenter en interne les résultats de nos travaux à l'ensemble du comité de direction de la partie financement de Bpifrance, c'est la partie bas de bilan, de la partie bancaire, pour essayer, au-delà des opérations qu'on va faire en fonds propres, de mettre à haut niveau de pression et de température l'ensemble de la maison sur le secteur, en partageant les bonnes pratiques, en évangélisant, etc., pour pouvoir mettre à profit l'ensemble de la boîte à outils financière que j'évoquais au bénéfice de ce secteur. Notre vision, clairement, au-delà du plaisir qu'on a eu à partager sur les analyses du secteur, c'est qu'on a vraiment une vision d'écosystème de financement. C'est-à-dire que je pense que tous les dispositifs qui sont représentés aujourd'hui autour de la table sont tous totalement indispensables, que ce soit la partie incitation fiscale, le fonds d'avance du CNC, la partie bas de bilan qui est couverte par Bpifrance, mais aussi par l'IFSIC avec une antériorité et une expertise sur le secteur très remarquable, et le haut de bilan donc aujourd'hui et demain. On pense que pour avoir un écosystème de financement vertueux dans le secteur, il faut vraiment mettre en synergie et en dynamique toutes ces ressources qui ont leurs enjeux différents, mais qui sont toutes indispensables. Donc nous, en trois mots, notre vision, évidemment, sinon on n'aurait pas fait toute cette démarche, c'est que c'est un marché qui est, comme vous le disiez, monsieur le député, à la fois massif et extrêmement porteur, qui s'appuie sur un certain nombre de tendances très porteuses et très profondes, que ce soit le cloud gaming, l'immersion, le e-sport, le fait de développer des propriétés intellectuelles, de les exploiter en jeux vidéo, mais pas que. Et donc ça, typiquement, la démarche du CNC vis-à-vis de l'IP dans les boîtes françaises est particulièrement vertueuse à cet égard. Et puis pour nous, donc, puisqu'on est historiquement, on va dire, le pôle French Touch de Bpifrance, ce secteur nous paraît particulièrement passionnant, puisqu'il est vraiment à la confluence parfaite de ce qui a été dit, de la création artistique et de l'innovation technologique, de la French Touch et de la French Tech. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, évidemment, on peut faire plus et on peut faire mieux. On voit que le marché, et ça a été dit aussi, derrière un leader emblématique dont on est très fier, s'atomise assez rapidement, et que donc il y a un certain nombre de facteurs à réunir pour permettre à l'écosystème français d'avoir plus de champions. Et on pense que pour arriver à ça, il faut trois choses. Il faut du talent créatif et du talent technique. Ça, je pense qu'on n'en manque pas. On a des très bonnes écoles, on a un talent créatif. Encore une fois, je pense que la French Touch se déploie dans le jeu vidéo de manière aussi pérenne que dans d'autres industries créatives comme le cinéma, l'audiovisuel, etc. Je pense qu'il y a certains jeux qu'on a sortis qui sont reconnus mondialement pour leur touch. Un enjeu de professionnalisation aussi, ça c'est quand même un des sujets qui est ressorti de manière très saillante de toutes nos interviews, qui est qu'on a beaucoup de bons créatifs et de bons techniciens, mais que les sociétés françaises, notamment celles de plus petite taille, manquent cruellement d'organisation et de structuration. Donc ça, c'est pas forcément
nous, autour de la table, qui avons la main là-dessus, mais je pense je pense que c'est un constat partagé. Et puis, une fois qu'on a les bons créatifs et les bons managers, il faut en effet des ressources financières, et donc ça, c'est plus notre sujet, avec en effet un écosystème de financement qui soit complémentaire, complet et au bon niveau. Je pense que c'est le cas. En termes d'enjeux, pour nous, clairement, donc BPI France, on est une entité qui fait des investissements avisés. Donc ça veut dire qu'on est sélectif sur les projets qu'on accompagne, à tous les niveaux de la maison, avec des enjeux différents. Quand c'est du financement de l'innovation ou de l'aide à l'innovation, on va regarder la solidité du projet, sa faisabilité économique, sa faisabilité technique. Sur la partie bancaire, sans préempter les propos de Sébastien dans quelques instants, on va chercher la capacité de la société à honorer ses engagements et à rembourser sa dette. Et puis sur ce qu'on fait nous sur la partie qu'on appelle equity, donc sur son propre, c'est évidemment une autre démarche où on prend un risque très élevé et par contre on va accompagner des projets qu'on estime avoir un potentiel de création de valeur multiplicateur élevé. Voilà. Mais on pense que tout ça s'articule de manière totalement interpénétrée et indispensable. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots. Merci à vous. Je vais laisser justement M. Saunier de l'IFSIC conclure par présenter donc votre structure et quels sont les engagements et les travaux que vous menez. Merci Monsieur le député. L'IFSIC est effectivement l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles que l'on a créé à l'initiative du ministère de la Culture il y a un peu plus de 30 ans maintenant, qui a un statut d'établissement de crédit agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qui est privé puisqu'on est détenu à 51% par l'ensemble des banques présentes en France à peu près et à 49% par l'État, dont dans les 49% de l'État, présence de BPI France à hauteur de 30%. Donc effectivement, on aura une proximité entre les équipes et sur le terrain de complémentarité de nos outils. Si nous sommes une banque et une banque privée, nous en avons pour autant une mission d'intérêt général qui est encadrée par une convention cadre qui nous lie avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et qui donne l'objet en gros de l'IFSIC, qui est de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises culturelles et créatives. Pour faciliter l'accès au crédit, on va avoir une approche en plusieurs temps. Tout d'abord, on va apporter une expertise aux deux acteurs que l'on vise, à savoir les entreprises culturelles, donc les entreprises de jeux vidéo. On va leur apporter une certaine expertise pour savoir comment aller chercher du financement, s'assurer par exemple que le financement bancaire ou le financement par de l'endettement peut être une solution adaptée ou non. Parfois ça l'est pour des entreprises d'une certaine maturité, parfois ça ne l'est pas. Nous avons dans ces cas-là une connaissance des dispositifs qui peuvent exister puisque nous avons une proximité avec le CNC, la DG notamment pour connaître les autres dispositifs. J'y reviendrai après. Et puis une expertise également auprès des banques parce que même si effectivement le secteur du jeu vidéo devient de plus en plus évangélisé, puis on voit maintenant des articles dans les échos, dans la presse économique plus traditionnelle, pour autant il y a des modèles économiques un peu particuliers, et notamment parfois des enjeux et des montants à engager qui sont assez considérables au regard de la structure financière des entreprises concernées. Vous avez des jeux qui valent plusieurs millions d'euros quand vous avez 50 ou 100 000 euros de capital et de fonds propres, donc effectivement là il y a une différence qui saute aux yeux des banquiers et qui se dit tout de suite la marche est haute à franchir et comment est-ce qu'on va pouvoir financer ça. Donc l'IFSIC va d'abord apporter son expertise. Cette expertise, elle repose à la fois sur effectivement notre expérience maintenant depuis notamment la compétence du jeu vidéo que l'IFSIC a développé depuis que le CNC l'a également, puisque la plupart de nos outils de solutions de financement que je présentais sont financés notamment par le CNC. Et donc on va s'appuyer sur à chaque fois des comités d'expertise également pour la décision de nos solutions de financement. Donc l'expertise et puis les solutions de financement que l'on apporte, qui sont des solutions de garantie. Donc on va garantir les prêts bancaires qui sont consentis aux entreprises culturelles et créatives, dont le jeu vidéo, et cela en prenant 50 à 70% du montant des prêts. Et on va également avoir développé la capacité de prêter en direct, non pas pour concurrencer les banques, plutôt pour créer un effet de levier complémentaire, c'est-à-dire que si les banques ne consentent pas forcément soit du tout à prêter à l'entreprise, alors que l'expertise que l'on aura développée autour d'un projet ou d'une entreprise
sera plutôt favorable et on pourra assumer à ce moment-là l'endettement directement, soit parce que les banques ne veulent pas faire seules et même la garantie que l'on peut offrir, y compris avec notre partenariat de BPI France qui nous permet d'offrir des taux de garantie assez élevés, ne suffit pas et dans ces cas-là on va prendre en direct une part au cofinancement. L'idée est vraiment de ne pas concurrencer les banques, mais bien avec des fonds publics qui viennent du CNC et de la Caisse des dépôts et consignations s'agissant des jeux vidéo, de faire levier sur le financement traditionnel bancaire. Quand on prête directement pour favoriser l'accès au crédit, on va le faire sous deux formes, sous la forme de prêt traditionnel classique sur 5 ans par exemple, ou sous la forme de prêt participatif, c'est assimilable à des fonds propres selon le code monétaire et financier. Donc on va vraiment prendre un risque qui est presque celui d'un investisseur en capital quelque part que développe BPI France aujourd'hui. En revanche, on va être un intermédiaire, on va plutôt être en mezzanine comme on dit, et on va plutôt faire des transitions vers des levées de fonds plus structurées en général. Et c'est en ce sens que ça répondait notamment à un besoin qui avait été exprimé lorsqu'on avait parlé avec les entreprises du jeu vidéo et les syndicats du jeu vidéo notamment, qui sont représentés d'ailleurs à nos comités d'experts, que ce soit le CEL ou le SNJV par exemple, c'est qu'il fallait aider effectivement certaines entreprises à passer des caps d'activité pour notamment conserver leur propriété intellectuelle et ainsi acquérir de la valeur et devenir des acteurs et des challengers européens voire mondiaux derrière. Donc l'idée c'était effectivement d'offrir un financement pérenne et structuré. Donc on le fait parfois sous forme de prêts participatifs qui vont jusqu'à 7 ans, dont 2 ans de franchise, qui permet que l'argent confié permette quelque part à vraiment développer des nouveaux jeux ou plusieurs jeux en même temps et du coup devenir un acteur prépondérant du marché ensuite. Cette activité de prêt, elle est moins ancienne que la partie garantie. On l'a développée depuis 3 ans maintenant avec l'accompagnement du CNC d'abord, puis de la Caisse des dépôts et consignations au travers du FSN, qui nous permet donc avec 20 millions d'euros de dotation d'avoir prêté un peu plus de 11 millions d'euros à ce jour en moins de 3 ans. En faveur de studios qui sont plutôt déjà installés, en effet, je rejoins un peu le constat qu'effectivement il y a effectivement beaucoup de petites structures et qui du coup doivent encore progresser et on a été en contact avec 40 entreprises facilement ces dernières années. En revanche, il y a réellement une dizaine d'entreprises qui a pu bénéficier de notre accompagnement, que ce soit en prêt direct ou que ce soit en prêt garanti. Souvent l'un en engageant l'autre, d'ailleurs, quand on prête directement ça facilite le prêt en complément. Le prêt en complément d'ailleurs au financement complémentaire que l'on a pu aussi voir sous forme de bouclage de tour de table. On a vu aussi des investisseurs en fonds propres arriver à ce moment-là. C'est à peu près 9 millions d'euros qui ont été levés en complément. Donc voilà où se situe le cycle. On mélange à la fois cette expertise d'accompagnement, c'est notre mission de service public et d'intérêt général quelque part, de dire voilà, nous accompagnons à la fois les entreprises à aller voir les secteurs financiers traditionnels que sont les banques, et puis on va également avoir cet aspect pédagogue auprès des banquiers pour mieux comprendre le secteur du jeu vidéo. On se réjouit de voir que parmi les banques qu'on trouve notamment dans le cinéma régulièrement, on en voit certains s'intéresser vraiment franchement au secteur et avoir développé du coup pas mal de capacités de financement aussi et parfois même sans la garantie de l'outil, ce qui montre aussi une certaine prise de confiance de ces banquiers sur le secteur. Néanmoins, on constate encore que ces accompagnements sont surtout sur des courts termes. Ça va être plutôt du relais de crédit d'impôt, des relais de milestones dans des contrats où du coup vous dépendez d'un éditeur, donc ça veut dire que vous ne gardez pas forcément votre propriété intellectuelle. Sur le financement plus structuré et plus pérenne de développement des entreprises, effectivement, là on voit bien qu'il y a un manque et que c'est ce que l'on satisfait au travers de nos prêts directs et puis ensuite en complément avec des investissements en fonds propres. Voilà, donc c'est cette expertise et puis ces outils de financement qui ne sont pas tout à fait récents. La garantie de prêt ou les prêts en direct, ça existe depuis plus longtemps que l'UFSIC, mais que l'on a adapté avec cette spécificité et cette approche un peu adaptée, en tout cas, aux besoins du secteur et que l'on a développé ces dernières années. Merci beaucoup. J'en profite pour vous présenter Céline Calves, qui est députée et qui nous a rejoints. Je vais avoir quelques questions, alors parfois ciblées, parfois un peu plus générales. Donc je vous laisse à chacun le libre choix de pouvoir y répondre si vous pensez que ça va vraiment dans votre structure. Le premier, c'est
Je voulais aborder le FAJV, donc vous l'avez dit très clairement, 3,5 millions d'euros de budget annuellement, avec dès l'année prochaine peut-être des projets en plus à financer. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'aujourd'hui l'enveloppe des 3,5 millions d'euros vous semble suffisante au vu de l'évolution du marché? Pensez-vous qu'il serait utile d'augmenter cette somme-là pour pouvoir répondre justement à cette évolution? Je vais peut-être laisser Pauline répondre sur l'enveloppe, et puis après je compléterai par rapport à l'économie globale du CNC. Il est certain que la démarche qui a été la nôtre de faire notifier ces aides du fonds d'aide aux jeux vidéo de manière à notamment sortir l'aide à la production du régime de minimis, c'est un point un petit peu technique, mais c'est vrai que c'était devenu une contrainte assez forte pour certains studios dans la mesure où on ne pouvait pas attribuer plus de 200 000 euros d'aide sur 3 années d'exercice fiscal. On a constaté que ça devenait une contrainte pour des studios qui avaient d'autres projets en cours de production et qui ne pouvaient plus les déposer. Ou pour certains projets aussi qui avaient des besoins de financement supérieurs, dans la mesure où on voit de manière globale une croissance du budget de production de jeux, ce qui est devenu véritablement indispensable pour être compétitif aussi sur un marché qui est évidemment mondialisé. Donc cette démarche-là, à terme, peut-être pas de manière totalement immédiate, ça sera une entrée en vigueur début 2019, ces effets de la notification. Très certainement, oui, entraînera des besoins financiers supplémentaires que pour le moment on a un peu de mal à évaluer. On se laisse aussi la possibilité de voir de manière très concrète quel studio et quel projet vient déposer. D'un point de vue peut-être plus macroéconomique, donc, comme vous l'avez compris, on doit aussi avoir une discussion avec nos amis de la DGE. Si on est amené à augmenter l'enveloppe parce que les besoins sont de plus en plus importants, il faut naturellement que ça se fasse à deux. En tout cas pour nous, en fonction de ce que l'on va voir sur les dossiers qui vont être déposés et justement la levée des contraintes avec le régime communautaire, la levée du régime communautaire du ministre, on va regarder ça avec beaucoup d'attention et on est disposé à réfléchir, à faire croître notre enveloppe en la matière, parce que pour nous, le jeu vidéo est en effet un secteur que nous souhaitons accompagner le plus facilement. Un complément, bien sûr. Oui, je rejoins l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, on a certainement du mal quand même à dimensionner ce que pourrait être cette augmentation. Ensuite, on dit que c'est une aide sélective, je pense que c'est important de garder cette idée, c'est-à-dire que le but, c'est de financer des projets sur lesquels on pense qu'il y a un avenir pour conforter ces entreprises, les solidifier. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, mais ça, c'est pas propre au secteur du jeu vidéo, c'est propre au secteur du en France. Le secteur est très atomisé, on a des très petites sociétés. Donc le but, c'est de rassurer plutôt une croissance solide, d'où l'importance de cette sélectivité. Et voilà, il faut voir ce juste équilibre entre la sélectivité, donc les projets qui nous sont présentés, et le budget éventuellement supplémentaire qui serait nécessaire. D'accord, mais si je comprends bien, ce sera plutôt à voir au courant de l'année 2019, oui, avec l'expérience qu'on va pouvoir, que vous pouvez avoir. Avec les dossiers qui vont être déposés. Naturellement, comme toute commission sélective, l'attribution des aides, elle se fait sur la base du dossier déposé. Donc on va voir tout au long de l'année 2019, est-ce qu'il y a une croissance du nombre de dossiers, est-ce qu'il y a une croissance des besoins en aide. C'est au cours de cette année où on va pouvoir, au fur et à mesure du dépôt des dossiers, voir si le secteur réagit ou ne réagit pas à ces évolutions. Merci. Monsieur Parpex, tout à l'heure, vous avez dit, nous, on fait une boîte à outils qui permet à aider les petites structures, quelque part, à passer le cap, à devenir des structures un peu plus importantes, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on a une très grande structure, quelques structures de taille moyenne et beaucoup de petites structures. L'idée, si je comprends bien, c'est de permettre aux structures de taille moyenne de passer le cap au-dessus et aux petites structures de devenir des structures de taille moyenne. Sur les structures de taille moyenne, aujourd'hui, ils sont suffisamment structurés pour avoir la connaissance de l'ensemble des aides du système qui existe. Par contre, sur les petites structures, et vous avez vraiment appuyé là-dessus, il y a des très bons techniciens, des très bons ingénieurs, peut-être moins des personnes habituées, je dirais, au fonctionnement des aides. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Comment vous voyez, quelle action vous pensez qu'il faut mettre en œuvre, si faut-il en mettre en œuvre, pour justement aider ces petites entreprises à faire connaître toutes les aides qui peuvent exister et qui peuvent les aider à passer ces caps-là?
Ça, je pense que c'est un vrai sujet. Je crois que le ministère de la Culture s'était emparé aussi du sujet pour essayer de diffuser l'information sur l'accès à l'ensemble des dispositifs de financement. C'est vrai que la richesse de l'écosystème de financement que je valorisais tout à l'heure, ça crée aussi une petite complexité. Je pense que c'est une démarche probablement de pédagogie et où on peut tout à fait s'appuyer sur les syndicats professionnels pour relayer l'info, mais je crois que c'est déjà fait. Hein. Je pense que par exemple le SNJV qui représente brillamment les entreprises les plus modestes du secteur joue son rôle là-dessus sur l'accès aux dispositifs de financement et sur la pédagogie. Et donc demander à un maximum de petites structures de 1 ou 2 personnes qui commencent à se créer, qui commencent à développer, de dire allez voir les syndicats le plus tôt possible pour Absolument. vous aider dans votre démarrage de structure. Ça me semble pragmatique et efficace. Je pense que Oui, je rejoins tout à fait. Cette façon de communication, elle est en général pas forcément par un 4x3, mais plutôt par le réseau effectivement des professionnels. Donc on passe beaucoup par les équipes du CNC pour promouvoir nos dispositifs et montrer la complémentarité aussi de ce qui existe, parce que ça c'est vrai que c'est important. Comme vous disait Nicolas, il y a un moment, une complexité aussi à voir tous ces dispositifs qui existent, comment les faire collaborer, à quelle étape on peut aller voir les uns et les autres. Ça rassure aussi beaucoup, je crois, les entreprises du secteur de voir que tout le monde se connaît et que donc de ce fait, on saura réorienter les projets les uns vers les autres si nécessaire. Et je crois qu'après, effectivement, le meilleur vecteur, ce sont les syndicats professionnels par l'organisation de réunions spécifiques sur le sujet. On en a conduit pas mal et c'est de là que sont sortis la plupart de nos contacts ensuite avec les entreprises pour être pragmatiques et rentrer vraiment dans le vif du sujet de leurs besoins de financement. Je pense aussi aux démarches que l'on peut avoir lorsque une aide peut être attribuée par exemple par le CNC pour accompagner un projet, eh bien il peut leur être rappelé que pour compléter le plan de financement ou pour en tout cas accompagner le développement de l'entreprise et notamment ce projet, il y a d'autres dispositifs qui existent et c'est là qu'effectivement il y a un continuum qui s'opère avec aussi les autres organisations que nous sommes. Donc ça c'est très vertueux en règle générale. Après, effectivement, il y a des très petites structures où là, ça peut être dès les organismes de formation qu'on touche moins directement parce qu'effectivement, comme on est sur le sujet de l'accès au crédit, quand même, à des financements, il faut quand même être déjà établi en entreprise et voilà. Mais on pourrait aussi imaginer que ce soit un peu plus général, mais c'est un peu moins notre métier du quotidien. J'en profite justement. Oui, juste par rapport aux dispositifs spécifiques, effectivement, oui. Tout à l'heure, je parlais de dispositifs plus transverses. Là, on a des clusters qui existent, des clusters French Tech, des clusters qui pôles de compétitivité, qui organisent régulièrement des réunions d'information sur les dispositifs d'aide existants. Donc, c'est une autre source d'information. Par contre, effectivement, il faut faire partie de ces clusters. On a tous participé à ces réunions, par Imaginov, par un club digital, on organise régulièrement ces réunions. J'en profite, M. Sonnet, pour rebondir. Vous avez parlé de sélection de projets. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, développer le process comment se passe justement la sélection et donc l'acceptation ou non des dossiers qui vous sont proposés? Alors, ce n'est pas effectivement sélection de projet, vous avez raison de me reprendre en plus un peu sur le sujet, puisqu'on est sur du financement d'entreprise avant tout et pas que sur un projet. C'est-à-dire que les aides de projet, c'est plutôt le FSJV ou le crédit d'impôt par exemple, mais nous, on va vraiment voir dans son ensemble le développement d'entreprise. Donc, ça peut être un, voire plusieurs projets, justement, c'est de pouvoir accompagner tout cela. Ça va se passer par un contact direct en règle générale avec les entreprises en amont, qu'elles aillent voir leur banque après en général et puis voir nos comités ensuite. Donc on rentre en contact avec les entreprises, on fait part de leurs besoins si elles l'ont identifié. Si elles ne l'ont pas encore identifié, on va avoir une réflexion avec elles pour savoir quelle est leur stratégie à horizon 5 ans. Ce qui ne conduit pas forcément dans le cadre de réponse de dispositifs d'aide par projet, parce que là on leur demande vraiment de développer le gameplay, quels sont les modèles économiques, sur quel support on va le faire, etc. Nous, on va vraiment aborder la discussion avec l'entreprise pour savoir comment vous voyez votre studio de jeu, votre maison d'édition de jeux vidéo dans 5 ans, et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, et comment on peut y arriver, et quels moyens il faut mettre en place. Donc derrière, on va lister un peu tous les besoins, et c'est là où on couvre, au-delà d'un projet, aussi des structurations d'entreprise par des recrutements de personnel, par des présences à l'international qui peuvent se développer, etc. Donc ça, on va vraiment calibrer tout ce besoin, et ensuite,
on va décider ensemble de la stratégie d'aller chercher du financement. Est-ce que c'est que du financement auprès de banque avec une garantie de l'IFSIC, parce qu'on est sur une entreprise déjà établie et on va privilégier cet effet de levier directement, ou bien est-ce que l'on va faire du prêt en direct, ou les deux, en fonction, et ensuite ça va passer devant des comités d'experts donc qui réunissent à chaque fois les bailleurs de nos fonds, donc le CNC, la Caisse des dépôts et consignations, des experts sectoriels, donc les syndicats professionnels et des experts indépendants du secteur qui peuvent avoir été d'anciens du secteur ou des formateurs dans le secteur justement et qui vont pouvoir apporter leur avis, et des banquiers dont BPI-France est à chaque fois représenté, et puis des banquiers qui n'ont pas forcément une spécificité sur le secteur en tant que tel, en tant que réseau, mais qui au sein de leurs équipes vont avoir des collaborateurs qui ont dans leur portefeuille de clientèle des entreprises de jeux vidéo, qui ont déjà avoir ce regard un peu bienveillant sur qu'est-ce qu'un bilan d'entreprise de jeux vidéo, quelles sont les tendances du marché, etc. Et ces comités qui sont consultatifs vont à chaque fois émettre un avis sur la cohérence de ce qui nous est présenté, sur une stratégie qui nous est présentée, qui comprend bien évidemment des jeux, mais qui sont souvent déjà labellisés, soit par un crédit d'impôt, soit par FHJV, soit d'autres dispositifs. Donc du coup, on ne se pose pas la question uniquement sur la qualité du jeu qu'il va développer, mais sur la stratégie générale de l'entreprise. Voilà le process. D'accord, merci. Oui, j'ai plusieurs questions. Je suis désolée si vous avez répondu à ces questions en début de réunion à laquelle vous n'avez pas assisté. Je voudrais avoir votre avis sur les dispositifs étrangers. On parle du Canada pour tout ce qui est public. Quels sont les dispositifs qui vous inspirent, ceux qui sont déjà évalués et qui ont pu susciter votre curiosité? Autre point, c'était aussi de poser une question par rapport au rapport d'information qui a été rendu par Joël Giraud sur le crédit d'impôt. Il y avait une partie sur les jeux vidéo, et notamment un point de curiosité qui n'avait pas réussi à satisfaire, qui était sur quels sont finalement les 10 jeux qui ont reçu la plus grande dépense fiscale, juste pour pouvoir apprécier à la hauteur du succès de ces jeux, finalement, quel est le rapport entre le niveau de dépenses fiscales et le succès de ces jeux. Et puis, je vais vous mettre tout en même temps. Deux autres questions. Il y a une quinzaine de jours, dans le cadre de la mission de régulation de l'audiovisuel à l'ère du numérique, on a reçu Netflix qui a pu nous parler de leur développement. Puis Facebook aussi également, le développement sur les séries interactives. Et les séries interactives vont emprunter souvent des frontières qui vont poser la question justement de la frontière entre le jeu vidéo et l'œuvre de cinéma ou de visuel tel qu'on le constate. On a des crédits d'impôt qui sont différents. Comment anticiper l'émergence et la réussite déjà de ces œuvres, et comment l'anticiper. Et enfin, dernière question, quelle est la place que vous constatez et encouragez de l'usage du jeu vidéo dans le cadre éducatif? Quelle est l'ouverture ou le manque d'ouverture que vous constatez dans tout ce qu'on a dans les EdTech et qui peut rejoindre celui des jeux vidéo? Comment vous le percevez, et s'il y a des efforts à pouvoir faire pour accompagner ce développement? Ça en fait beaucoup là. Ouais, 4, le dispositif étranger inspirant, la liste des 10 jeux qui ont constitué la plus grande dépense fiscale, les œuvres interactives qui sont à la frontière, et enfin le jeu vidéo et l'éducation. Alors, sur le dispositif international, le benchmark n'est pas toujours évident. Si on se passe par rapport aux États-Unis, souvent ça se fait par État. Alors il faut aller chercher dans chaque État ce qui s'y passe. Pour le moment, on a les seuls retours qu'on de notre côté, je vous laisse bien sûr vous exprimer, mais les retours qu'on a surtout, c'est les retours finalement des éditeurs qui nous disent que oui, ces territoires-là sont particulièrement attractifs. Maintenant, le détail, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Après, on a le Canada, où là, c'est un peu plus clair. On a un crédit d'impôt qui peut aller, je ne vais pas me tromper, jusqu'à 35 ou 37%. Donc là, qui est plus incitatif que le nôtre. Ce qui fait que là aussi, les entreprises sont particulièrement intéressées pour y aller.
Côté Royaume-Uni, ils ont mis une aide assez massive comparable au fonds d'aide aux jeux vidéo. Moi j'avais noté dotation 5 millions de livres, je ne sais plus si c'est jour d'actualité, mais enfin voilà, l'ampleur est un peu différente. L'Allemagne c'est pareil, c'est par norme. Donc là ici, pour avoir une vue exhaustive, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que le dispositif, quand même, faut réfléchir, puisque l'Espagne doit lancer l'équivalent d'aide un fonds d'aide de jeux vidéo cette année ou l'année prochaine. Voilà, donc on est peut-être pas trop mal situé, mais on n'est pas les plus attractifs. Mais on peut être inspirant. Mais on peut être inspirant. Voilà. C'est le cas pour le fonds d'aide de jeux vidéo, en fait, parce que c'est un dispositif qui était purement français et qui a été copié, en gros, par d'autres pays, et notamment par l'Allemagne, par aussi le Royaume-Uni, et là récemment, ce qu'on a appris par l'Espagne qui réfléchit à ce type de dispositif du fonds d'aide aux jeux vidéo. Voilà. Et peut-être en Italie, mais c'est encore trop tôt pour en parler parce qu'on n'a pas assez d'informations. Ce qui est clair, c'est que la plupart des pays ont mis en place des dispositifs de soutien aux jeux vidéo par le biais d'abord des crédits d'impôt. L'originalité du système français, c'est d'avoir créé ce fonds de soutien qui est finalement assez cohérent par rapport à ce que fait le CNC depuis 1946 pour le cinéma et pour l'audiovisuel. On n'a fait que reprendre un modèle qui existait déjà. Mais il est clair que dans le domaine des crédits d'impôt, c'est évidemment un sujet sur lequel il y a une véritable compétition internationale qui peut exister. Et quand on voit par exemple les installations d'Ubisoft à Montréal, qui bénéficient à plein du crédit d'impôt québécois et canadien, c'est extrêmement impressionnant de voir l'activité qui se développe sur place. Et je confirme naturellement en tout point ce qu'on dit sur les crédits d'impôt à l'étranger, mes collègues de la DGE. Peut-être pour vous répondre sur la partie Netflix et toutes ces évolutions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période charnière extrêmement intéressante, où on voit quand même des convergences de genre se développer de plus en plus. C'est pas uniquement lié aux jeux vidéo, hein. Vous avez aussi le cas, par exemple, dans le domaine des documentaires. Vous avez de plus en plus de documentaires qui empruntent aussi un peu à l'animation, qui empruntent à la réalité virtuelle, qui empruntent à la 3D, qui empruntent voire à l'animation, à la fiction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les cases sont de moins en moins évidentes entre tous les genres qui sont en plus soutenus par le CNC, la fiction, le documentaire, l'animation, la réalité virtuelle, le jeu vidéo. On va naturellement observer ce que vont présenter des structures comme Netflix ou aussi des sociétés françaises, parce qu'il y a aussi des sociétés françaises qui ont des idées de créer des œuvres qu'on appelle dans notre jargon des œuvres hybrides. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. C'est clair que Netflix, et ils nous connaissent bien en la matière, ils sont en effet intéressés par le crédit d'impôt international qui est géré par le CNC, notamment dans le domaine de la fiction et dans le visuel et du cinéma, et qui pour eux constitue en effet un attrait assez important pour attirer des tournages ou soit des jours de production dans le domaine de l'animation du jeu vidéo. C'est vrai que pour eux c'est assez intéressant. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt, en sachant qu'ensuite nos dispositifs de soutien, alors pour ce qui concerne les crédits d'impôt, c'est naturellement le Parlement qui est concerné. En revanche, pour les dispositifs d'aide de type fonds d'aide aux jeux vidéo, là c'est plus simple puisque ce sont des délibérations du conseil d'administration du CNC dans lequel siègent 2 parlementaires et qui décident soit d'augmenter une enveloppe, soit d'élargir l'enveloppe, soit de créer une nouvelle dispositif d'aide. Mais là aussi, comme dans ce domaine, c'est quelque chose qui nécessiterait une discussion avec nos partenaires et amis de la DGE. Vous avez évoqué le rapport Chiraud. Alors, en effet, j'ai vu comme vous que le rapporteur s'intéressait aux 10 principaux jeux vidéo en la matière, mais je crois qu'on a la liste. Alors, malheureusement, je n'ai pas la liste. J'aimerais bien la voir. On peut la voir, bien évidemment. Non, ce qui est important de souligner je peux dire de manière intuitive, Marie-Pierre, je te laisse aussi me corriger, mais les 10 plus gros bénéficiaires du crédit d'impôt jeux vidéo correspondent aux 10 plus grosses productions qu'on a pu voir en France. Donc bien évidemment que dans cette liste-là, il y a une proportion importante de jeux qui sont produits par Ubisoft. C'est aujourd'hui le développeur et l'éditeur qui a les plus grosses capacités de production en France. Mais ce n'est pas le seul.
puisqu'on a pu relever parmi les jeux dont les budgets sont supérieurs à 10 millions d'euros, donc là on commence à atteindre des budgets qui sont quand même assez importants, des jeux produits par Asobo par exemple, par Dontnod, je pense au jeu Vampire, développé, édité par Focus. Je pense aussi au Dishonored, au jeu Dishonored du studio Arkane à Lyon. Voilà, c'est en tout cas ceux qui effectivement me viennent à l'esprit. Quantic Dream. Quantic Dream, bien sûr, qui vient de sortir son fameux jeu qui s'appelle Détroit. Voilà, je pense que ça doit correspondre à peu près à ça. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 10 millions d'euros, hein, c'est le budget d'un gros film. Donc ce sont des sommes extrêmement importantes. Extrêmement importantes. J'ajoute juste un mot sur le benchmark international. Note positive et une note d'espoir. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas le dispositif d'incitation fiscale mieux disant au monde par rapport au Canada. Et c'est vrai qu'on voit que ce dispositif a quand même permis à l'écosystème canadien de prendre des positions très, très fortes. Mais là, je relaye juste des choses que j'entends de la bouche d'entrepreneurs et de porteurs de projets du jeu vidéo, qui est que, pour rendre hommage au développement du CIJV et du FHJV, aujourd'hui en factorant ces dispositifs et le fait, donc là encore une fois je fais parler les entrepreneurs, le fait que l'intensité concurrentielle, notamment sur les personnes clés et sur les talents, est aujourd'hui moins forte à Paris qu'à Montréal. Moi on voit des studios dont on étudie pour un investissement qui sont capables aujourd'hui de recruter des talents qui soit aux États-Unis, soit au Canada et qui viennent à Paris. Et c'est soutenable économiquement grâce à l'écosystème actuel. Donc ça a quand même changé le jeu de manière assez, de manière assez drastique. Et après, sur la partie lien entre le gaming, l'EdTech et son caractère vertueux, ça, c'est plus ton sujet. Oui, on s'est pas mal intéressé à tout ce qui est EdTech, mais aussi plus généralement serious gaming, etc. Donc forcément, avec toujours cet aspect de quand on joue, on apprend 10 fois plus globalement quand on lit, quand on écoute, etc. Donc on s'intéressait beaucoup à cette partie-là. Malheureusement, auprès de tous les acteurs qu'on a rencontrés, ça prenait pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes acteurs du jeu vidéo qui ont envie d'adresser le côté éducatif du jeu. On en a rencontré qui étaient soit très petits, qui avaient du mal aussi du coup à affronter les contraintes de l'éducation nationale, notamment aussi en termes d'accessibilité et de temps long, un peu, disons. Et voilà, et en revanche, au sein de BPI France, il y a un nouveau groupe de travail qui se lance en particulier sur les tech, donc ce qui sort du pur jeu vidéo et qui va aller sur ce sujet-là. Ce qu'on a entendu, c'est que la mécanique du jeu est extrêmement vertueuse dans l'apprentissage. Donc après, concrètement, développer du serious gaming sur le sujet, c'est plus dur. Il y a quelques années, on a T'as quelques... Non, mais en fait, on a quelques... T'as quelques histoires à raconter. Non, je n'ai pas quelques histoires à raconter, mais c'est compliqué. En fait, en 2009, on avait lancé à la DGE un appel à projet au Serious Game. On avait eu un budget de 20 millions dessus. De mémoire, on a retenu à peu près une vingtaine de projets, je crois. Donc on allait jusqu'au prototype, hein. On n'en allait pas du tout puisqu'en fait c'est des projets de R&D quand même derrière, donc on peut aller jusqu'au prototype. Alors il y en a, je ne peux pas vous dire, si vous me posez la question de savoir ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas pour la plupart, je vous l'avoue. On a eu par contre beaucoup de dossiers, on a eu des très beaux dossiers avec des vraies problématiques de jeu, parce qu'en fait quand on parle de serious gaming, il y a deux choses, on parle du sérieux et du game. Et donc en fait la problématique c'est de savoir en gros où on met le curseur. Donc on a souvent des jeux qui sont sérieux mais pas vraiment gaming. Et là en fait pour l'apprentissage c'est ce qu'on appellera plutôt de e-learning on va dire. Et puis c'est beaucoup plus rare d'avoir des jeux qui sont vraiment jeux et un peu moins sérieux. Mais ça c'est un petit peu plus rare quand même. Donc en gros la deuxième problématique qu'on avait aussi c'est qu'il faut trouver un marché pour le serious gaming. Et en gros, le marché, c'est souvent les grands donneurs d'ordre ou des très très grosses PME. Et les budgets qui sont consacrés à ça sont faibles. Or, en fait, le secteur du jeu vidéo, le secteur du gaming, c'est quand même des technologies derrière qui sont chères. C'est des métiers qui sont à très forte valeur ajoutée.
Donc si on veut vraiment faire un serious game tel qu'on entend, il faut faire vraiment un jeu derrière, et qui soit sérieux, adapté, visé pour une formation, pour une éducation, pourquoi. Donc il y a des budgets à mettre. Et ces budgets-là, pour l'instant, ils sont un peu difficiles à concrétiser de la part des donneurs d'ordre, en fait, qui sont donc le parti B2B, et non pas les B2C. Donc c'est complexe. Alors nous, dans le cadre du Fonds d'aide aux jeux vidéo, on a eu des projets qui étaient mes jeux, mais qui s'adressaient plutôt à ce qu'on appelle le ludo-éducatif, en fait. Voilà. Donc là, on a quelques projets qui viennent... Oui, c'est-à-dire que le Fonds d'aide aux jeux vidéo ne va pas soutenir des serious games au sens institutionnel du terme, parce qu'on considère le jeu dans sa pleine dimension artistique avant toute chose. Néanmoins, parmi les jeux soutenus, il peut y avoir des jeux qui vont avoir cette dimension éducative ou ludo-éducative. Je pense à un très bon jeu qui n'a pas fait un gros succès commercial malheureusement, mais qui s'appelait Léon, disponible sur les plateformes mobiles, et qui était un jeu qui, tout en étant véritablement un jeu avec des qualités artistiques totalement indéniables, accompagnait les enfants dans leur apprentissage de la lecture, en fait. Mais encore une fois, ça passait plutôt au second plan, cette dimension-là. Ce n'était pas la première chose qui sautait aux yeux. On a aussi de plus en plus des jeux qui sont de plus en plus théorisés comme des jeux dits du réel, donc qui ne sont pas des jeux éducatifs, mais qui sont des jeux sérieux d'une certaine manière, parce que développant de véritables propos documentaires. Je pense à un jeu aussi notamment qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Enterrement mon amour, qui est également un jeu mobile, et qui raconte le parcours d'une migrante syrienne, avec un gameplay totalement minimaliste pour le coup, puisque ça prend la forme d'une interface un peu à la WhatsApp, et le joueur, entre guillemets, se trouve dans la peau de son compagnon resté à Homs, qui l'accompagne sur ce parcours migratoire. Et c'est un jeu qui est extrêmement bien documenté, qui a fait vraiment l'objet d'une enquête documentaire de plusieurs mois avant de démarrer l'écriture. Donc voilà, il y a aussi ce type de choses que l'on peut voir. Et je terminerai juste en disant que même si notre réflexion est encore à un état un petit peu embryonnaire, on s'intéresse aussi au CNC, aux jeux vidéo, sous l'angle de l'éducation à l'image. C'est-à-dire commencer à voir de quelle manière est-ce que nos actions d'éducation à l'image, qui aujourd'hui ciblent le cinéma, pourraient un peu plus se déployer sur le numérique en général et en particulier avec le jeu vidéo, en se disant que parler de jeux vidéo auprès d'un public scolaire permettrait de là mettre davantage à jour aussi les mécanismes de création véritablement artistique qu'il y a derrière, parler aussi un peu d'initiation au code, à la programmation, parler aussi de la question de la sensibilisation, de la consommation excessive des écrans, voilà, mais de manière positive, entre guillemets, sans diabolisation, sans objectif d'interdiction. Voilà, on se dit qu'il y a quelque chose là qui est assez porteur et qui va nous occuper pour les mois à venir. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le secteur est très atomisé, donc il faut faire aussi attention aux éventuels effets de saupoudrage. Aider les acteurs qui ont le potentiel, ou pensent qu'ils ont le potentiel de se développer. Je en profite de rebondir justement sur ce que vous venez de dire, et vous en avez parlé aussi tout à l'heure, au sujet de la société Vaudou, et donc de l'appel de fonds qu'ils ont fait, 200 millions d'euros pour le jeu vidéo en France, c'est quand même une somme assez énorme, et ce financement-là, cette aide-là, a été apportée par une entreprise qui n'est pas française, qui est donc américaine. Quelle est votre opinion sur le sujet? Est-ce que c'était plus facile pour eux d'aller aux États-Unis? Est-ce que, comment dire, il n'y a pas de financement en France à cette hauteur-là? Voilà, quelle est votre opinion sur ce sujet-là? Il se trouve qu'avec Anne, on connaît les dessous de cette levée de fonds. Je pense qu'on ne peut pas. Du coup, monsieur le député, la réalité, c'est que c'est difficile d'en faire, d'en donner une valeur exemplaire. Donc, bon, mais néanmoins, on s'attendait à ce que vous nous posiez la question. On s'était posé nous-mêmes et on l'a posé aussi au patron de Voodoo. Non, je pense que c'est une question de maturité de l'écosystème de financement bilan sur le secteur en France. Voilà, clairement, nous, on était trop tôt. L'opération était trop tôt pour nous par rapport à notre momentum et au projet qu'on porte avec elle au sein de BPI France. Le montant aussi, je pense, fait qu'on n'y serait peut-être pas allé tout seul. Donc voilà, je pense que le marché du private equity et du capital risque français n'était pas mature pour faire cette opération, mais qui, voilà, encore une fois, sans révéler d'informations confidentielles, répond à des
logique qui, je pense, voilà, qu'on ne peut pas dupliquer, on ne peut pas en tirer une valeur d'exemple. C'est extrêmement mystérieux ce que je raconte, mais je veux dire ce type de montant commence à être compliqué à trouver en Europe. Oui, ça en effet, sur la question de la taille, en tout cas sur une seule main. C'est vrai que nous, on avait accompagné vous deux du coup, en prêt participatif avant le gros boom derrière, et c'est vrai qu'on a participé aussi du coup, au développement et à leur démarche de levée de fonds, et on a bien vu assez rapidement effectivement que la maturité sur le marché français pour trouver des opérateurs qui puissent monter un pool de ce montant-là, il n'y avait pas forcément ça tout de suite. Quand même, sortir un peu du jeu vidéo, c'est quelque chose qui est général sur tous les secteurs du numérique. Alors, du numérique, je ne connais pas tous les secteurs du numérique, mais côté culturel, en tout cas, oui, clairement, culturel créatif, c'est sûr. Même globalement sur le numérique, c'est responsable. Non, ceux qui sont limites en Europe. Il faut reconnaître que c'est aussi une société qui est positionnée sur un modèle économique soit on gagne beaucoup, soit on gagne pas du tout, et c'est une société qui a eu et Sébastien les a accompagnés depuis l'origine, donc il y a eu quand même une première phase de développement. C'était pas extraordinairement simple de prédire ce qui allait se passer, et puis qui a connu une traction fulminante dans un temps très court. Donc voilà, ça je pense qu'il y avait une grande cohérence, mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, et voilà, ça a marché. Ça a marché très vite, très fort, et je pense que c'était sans dédouaner mes collègues investisseurs qui ont vu le dossier et qui n'ont pas fait, soit parce qu'ils ne pouvaient pas, soit parce qu'ils n'ont pas vu la thèse d'investissement. Je pense que c'est honnêtement une trajectoire de croissance et de développement qui était très très difficile à prévoir. Ma question était plutôt sur la somme qui pouvait potentiellement faire peur à des investisseurs français. C'est ça. Dans les industries culturelles, c'est évident. C'est évident, 200 millions d'euros, c'est une somme énorme dans les industries culturelles, qui est un monde, que ce soit dans le domaine de la production cinématographique, audiovisuelle ou de jeux vidéo, c'est une somme absolument considérable. Donc c'est normal que ça a inquiété. Même globalement, dans le secteur du numérique, c'est des sommes qui sont en Europe compliquées à vivre. Une autre question, alors, qui sort un peu de ce cadre financement, vous avez parlé du cloud gaming, donc c'est une innovation qui est à venir. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux personnes qui sont autour de nous, et surtout aux personnes qui regardent la vidéo, ce qu'est le cloud gaming et l'importance qu'on soit présent sur ce sujet-là maintenant, puisqu'à mon sens, c'est l'avenir du jeu vidéo mondial. Monsieur le député, vous vous tournez vers moi, je suis peut-être le moins qualifié. Donc je laisse mes collègues me corriger aussi vite que je dirais des bêtises. Non, je pense qu'on parle de deux choses différentes, mais qui sont complémentaires et qui sont toutes les deux assez porteuses. Il y a un sujet qui est assez technologique et qui est assez amont, qui est le fait que le cloud computing permet d'avoir une puissance de calcul démultipliée dans le cloud, et qui donc permet de créer des jeux plus riches, plus puissants, plus immersifs, plus multijoueurs. Donc ça, c'est la partie dans le cloud. Et ensuite, il y a aussi, donc ça permet d'avoir un jeu qui ne tourne pas sur un processeur physique, domestique chez les joueurs. Et donc ça permet d'avoir une diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus à l'échelle, on va dire, avec des usages de type, pardon si je parle anglais, anywhere, anyhow, anywhere, any device, donc c'est-à-dire de pouvoir commencer un jeu sur son PC, de le continuer en mobilité sur son mobile, de passer du mobile à la tablette au PC, etc., et de continuer une même partie grâce au fait que le jeu tourne en fait dans le cloud. Donc ça, on pense que c'est porteur pour ces deux raisons. Un, parce que cette avancée technologique va permettre de développer des jeux potentiellement plus riches et plus multijoueurs que ce qui existe aujourd'hui, et que deuxièmement, en termes d'usage, ça correspond à une demande du joueur et à une expérience de joueur qui est très forte, qui est de pouvoir continuer, de pouvoir jouer en fait en mobilité et sans être dépendant d'un terminal physique. C'est pas mal. C'est même très bien, justement, vous avez pu prouver à tout le monde que vous maîtrisiez parfaitement dans ces mauvais sujets. Je ne sais pas si tu as d'autres questions qui te viennent à l'esprit. Pas à ce stade.
Et je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir participé à ces questions parfois extrêmement techniques, d'avoir su y répondre à chaque fois. Vous n'avez jamais esquivé, jamais évité une question, vous avez toujours bien posé les choses, les sujets. Et puis, on va rester ensemble pour pouvoir essayer de continuer à permettre à la France d'être à la pointe sur le domaine de l'industrie du jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui nous soyons un peu fiers de nous, on est le premier pays européen, le troisième pays mondial sur ce sujet-là. Soyons fiers et continuons à travailler et gardons le leadership. Merci à vous. Merci.